Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono. Comme tous les jeudis soirs, nous sommes ensemble en direct pendant une très grosse demi-heure avec nos invités et nos chroniqueurs. Et justement, nos chroniqueurs ce soir, eh bien, ils sont deux. Tout d'abord, Fabrice Guyon, notre expert voile. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Alexandre. On va parler ensemble du Vendée Globe. Bien sûr. Un peu plus d'un mois de course pour l'instant pour nos skippers, toujours 38 skippers en lice. Et puis à côté de vous, Benoît Pinault, notre chroniqueur spécialiste prépa mentale. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va parler sport et maternité. Vous avez rencontré Chloé Trespuch. Exactement. Avec des entretiens très intéressants. On va voir ça justement tout au long de l'émission. Et puis en fil rouge de ce 85 chrono, nous parlions football la semaine dernière avec nos invités des Herbiers. Cette semaine passe un autre football très populaire de l'autre côté de l'Atlantique qui s'est fait aussi une place ici en Vendée, le football américain. Et pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le club des Hussards de la Roche-sur-Yon, sa présidente Samantha Justin. Bonsoir Samantha. Bonsoir à vous. Et puis à vos côtés, Sébastien Rico, entraîneur de cette équipe des Hussards de la Roche-sur-Yon. Bonsoir. Merci d'être avec nous tous les deux. Le club s'apprête en tout cas cette semaine, ce dimanche, à entamer sa saison. Premier match ce dimanche à 14h au Terre Noire face à Rochefort. Peut-être première question pour vous Samantha, quel est votre état d'esprit en tant que présidente du club à l'aube de démarrer une nouvelle saison ? On est prêt. On n'attend que ça. On a juste envie d'aller jouer dimanche et puis c'est la préparation. Et pour nous, c'est le début de la saison, on l'attend avec impatience. C'est ça, le coach Sébastien, confirmé, on est content d'y être. Exactement, très pressé. Comment est-ce que justement on a préparé ce match ? J'imagine que alors là la saison commence assez tard, parce que d'habitude les saisons pour les autres sports c'est d'habitude au mois d'août, septembre. Qu'est-ce que vous avez fait justement depuis ce mois de septembre et cette rentrée ? Alors de la prépa physique, un bon mois et demi facile. Et après beaucoup de techniques de plaquage, de jeu. Parce que beaucoup de nouveaux aussi dans l'équipe, donc obligé de passer par là. Donc c'est ça, beaucoup de renouvellement. Alors la saison dernière pour vous c'était plutôt une année de transition, reconstruction. Comment est-ce qu'on se projette du coup là sur cette année où vraiment on re-rentre dans le vif du sujet avec une équipe qui est quasi au complet, Sébastien ? C'est beaucoup plus agréable pour nous pour travailler et même pour les joueurs entre eux, pouvoir jouer contre des gens tout court. Parce que la dernière on ne pouvait pas, faute de joueurs. Et cette année... c'est du vrai plaisir. C'est ça, alors justement peut-être Samantha, racontez-nous qui sont les Hussards, les Lyonnais, qui est-ce qu'on retrouve dans cette équipe, quel type de profil, donc des nouveaux joueurs, des joueurs qui sont là depuis plusieurs années. Parlez-nous un petit peu de cette équipe. On a débuté il y a plus de 10 ans, on s'appelait l'Escouade avant, et puis après du coup on s'est transformé, on est les Hussards aujourd'hui. Rico fait partie des plus vieux, nous deux, on fait partie des plus vieux de l'équipe actuellement, et puis on a des rookies, donc c'est des nouveaux qui sont arrivés cette année, et on a des gens qui se regreffent, qui reviennent jouer, et donc ça progresse tout le temps. On a un noyau dur, et puis tous les ans on a des personnes qui viennent alimenter ce noyau, et au fur et à mesure on a une équipe solide, ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie de jouer, on est prêt pour dimanche, donc on a hâte, joueurs hommes et femmes. Et puis les gabarits, l'avantage du gabarit, c'est qu'on peut faire 50 kilos comme 150, on va tous jouer ensemble. Donc c'est aussi un des gros plaisirs de ce sport. Alors justement, Samantha, vous dites hommes et femmes, c'est-à-dire qu'on est sur un sport mixte. Comment est-ce que ça marche concrètement sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des hommes face à des femmes ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est ça, c'est que l'UFOLEP permet en fait cette mixité-là, puisque c'est un sport qui n'est pas forcément très développé côté mixité. On a la deuxième section flag football qui permet cette mixité-là. Par contre, en équipé, normalement, c'est vraiment garçons et femmes, sauf en UFOLEP. Et donc, on peut se rencontrer sur un terrain. Du moment qu'on porte un casque et une épaulière, c'est ça, on est un joueur. On est prêt pour en découdre. C'est ça. Exactement, ça n'a pas de différence. On voit quelques photos, notamment de l'équipe là, qui passe avec quelques-uns des arbitres du club. Vous avez parlé du flag football, Oui. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous avez parlé aussi de l'UFOLEP. Alors ça, c'est le nom du championnat dans lequel vous allez évoluer cette saison. C'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. À quoi est-ce que ça correspond ? Parce qu'on est habitué souvent à parler de championnat national, régional. L'UFOLEP, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, c'est une autre fédération multisport et elle a créé cette section de football américain il y a 2 ans. Et donc, nous, on l'a intégrée l'année dernière.
Et donc on entame notre 2e année avec eux. On est sur un esprit beaucoup plus ludique. On est vraiment sur... alors, c'est de l'amateur, mais on vient prendre du plaisir et on n'est pas sur de la compétition pure et dure en tant que telle. C'est-à-dire qu'on vient pour jouer, pour prendre du plaisir. Alors qu'en fédération, la Fédération française de football américain, on a toutes les divisions et on va vraiment chercher les compétitions à monter au fur et à mesure. Donc là, nous, on vient prendre du plaisir pour se reconstruire. Et puis, les valeurs qu'elles représentent, en tout cas, c'est pour nous aussi. Nous, on cherche sur le développement des jeunes, le développement aussi des seniors, parce qu'il en faut. Et le développement, justement, des féminines, ça permet aussi d'entrer là-dedans, dans cette fédération. Alors justement, au club, sur combien de licenciés est-ce qu'on se situe? Hommes, femmes? Est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être à nous donner ce soir? On est 30 licenciés, dont 2 femmes. Très bien. Dont vous, du coup? Oui, dont moi et ma coéquipière Wendy. Et donc, alors c'est vrai que le foot américain, on parle souvent de ce sport. Parfois, on a du mal à y voir plus clair dans les règles. Je suis sûr que nos 2 chroniqueurs, Benoît et Fabrice, savent parfaitement toutes les règles du football américain. Moi, j'entends touchdown. Voilà, alors beaucoup d'anglicisme, c'est sûr. Et je n'ai pas fait avec l'accent parce que je ne vais pas me ridiculiser ici. Mais... c'est vrai que peut-être vous aussi, chez vous, vous connaissez ce sport. Hein, c'est vrai que ça peut ressembler comme ça de premier abord au rugby. On va demander à nos spécialistes qui sont là ce soir, Samantha, Sébastien, concrètement, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment comment fonctionne ce sport, comment est-ce qu'on pourrait le résumer en quelques lignes simplement, Sébastien? Alors en quelques lignes, c'est un jeu de gain-terrain, avec des phases plus arrêtées qu'au rugby. Parce qu'on a le droit, on a 4 tentatives pour faire 10 mètres à peu près. Et c'est plutôt compliqué à exercer. C'est ça, c'est dur, il y a beaucoup de temps mort, beaucoup de réajustements tactiques aussi. Tout le temps. À tous les jeux, on est obligé. Alors comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire à toutes les 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, le temps s'arrête, on repart ensuite sur une nouvelle phase de jeu? Alors nous, c'est plus compliqué, parce que le temps s'arrête quasiment jamais. Mais sinon, ils ont 45 secondes pour connaître leur jeu, se mettre en place, faire partir le ballon, et on recommence comme ça toute l'après-midi. Alors donc ça, c'est pour l'organisation, on va dire, du jeu. Global, ouais, c'est ça. Ensuite, pour marquer des points, concrètement, comment est-ce que ça marche, Samantha? Eh bien, c'est comme au rugby, on a 2 zones en fait de chaque côté du terrain et on doit venir transposer cette balle dans cette zone-là. Dès qu'on a la balle dans la zone, eh bien, on marque le touchdown de 6 points. C'est ça, le touchdown, hein, comme l'avait bien dit notre chroniqueur Fabrice Guyon. Alors, en termes de temps aussi, alors on est sur des quarts-temps, ça permet aussi pas mal de réajustements, 4 fois 15 minutes, hein, c'est ça? 4 fois 20. 4 fois 20 minutes, pardon, 4 en plus fois vous 20, l'avez dit tout à l'heure en préparant cette émission, 4 fois 20 minutes exactement. Et puis une des spécificités aussi, je crois, c'est qu'il y a énormément de changements de joueurs, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe pour l'attaque, une partie pour la défense. Comment est-ce que ça aussi, ça s'embraye sur le terrain? Alors normalement, à l'entraînement, on a tout préparé pour que les joueurs connaissent leur poste. Mais en match, avec l'euphorie, on a quelques-uns qui oublient de rentrer sur le terrain par moment. D'accord. Ça, c'est le problème. Et ça, c'est le travail Ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail qu'ils soient tous attentifs. J'ai juste à appeler après les joueurs de défense et normalement, ils rentrent sur le terrain et il n'y a pas de problème. Et ça se passe bien, c'est ça, hein, concrètement. Concrètement, ça va. Et donc, on a aussi plein de tactiques, j'imagine, pour les joueurs à apprendre. Est-ce que vous pourriez nous dire par exemple une petite tactique, là comme ça? Est-ce que c'est facile à expliquer justement pour des novices? Pour des novices, c'est pas si facile que ça. Tout dépend si on fait des jeux de course ou de passe, parce qu'on a la possibilité de faire les deux. Mais faut pas que je dévoile mes techniques parce que peut-être qu'on nous écoute. On a peut-être des joueurs de Rochefort effectivement qui nous regardent ce soir, donc on va faire attention à tout ça. Attends, mais concrètement, ouais, sur un jeu de passe, il y a des tracés prédéfinis. On leur annonce et ils sont censés le connaître par cœur. Mais contrairement au rugby, le rugby, la passe, c'est uniquement vers l'arrière, au pied, alors que dans le football américain, c'est une passe vers l'avant. On voit ce mouvement, voilà. Vers en général, une passe vers l'avant. Oui. On peut aussi en faire plein en arrière, mais c'est beaucoup plus risqué qu'au rugby parce que c'est désordonné. Mais la passe en avant est autorisée. Est autorisée, ouais. C'est une seule. Ouais. Une seule. D'accord. Et sinon, on peut faire à la course, donc une passe avant ou arrière, ça dépend. Oui. Et après, faut que celui qui court vite. En général, on met ceux qui courent le plus vite ici. Voilà, donc il y a le quarterback, c'est ça qui va faire la passe, c'est notamment. La grande star de l'équipe en général. Exactement. On a les linemen, qui sont les deuxièmes stars pour moi, parce que c'est le plus important pour protéger le quarterback. C'est les hommes de l'ombre. Et les femmes de l'ombre. C'est ça, bien sûr, on intègre tout le monde. Après, on a des receveurs, eux, qui ont les mains les plus sûres, normalement, pour l'attaque. Et les running backs, ils sont un peu plus trapus,
Et ils aiment le contact. Donc vous avez eu la gentillesse, en tout cas ce soir on le voit sur le plateau, d'apporter notamment un ballon et puis un casque. Un casque parce que c'est aussi un sport où il y a énormément de contacts, des chocs. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont interdites, Samantha, comme au rugby par exemple, il y a des plaquages hauts par exemple, on n'a pas le droit de le faire. Est-ce qu'au football américain on a ce même genre d'interdit? Oui, on est beaucoup sur ça. Le casque, c'est pas une arme. Déjà, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas son casque pour venir frapper un joueur, c'est important. On n'attrape pas la grille qui est devant, ça c'est interdit, et on ne frappe pas tout ce qu'on appelle la couronne, donc c'est vraiment au-dessus. C'est une protection qui a été mise en place par la fédération, et puis donc nationale et internationale, pour protéger tout ce qui est des protocoles de commotion. Eh bien, on va avoir l'occasion justement ensuite de reparler, de revenir sur ce match, notamment qui va se dérouler ce dimanche au Terre-Noire à 14h face à Rochefort. Mais avant cela, je vous propose de faire une petite pause football américain et de parler voile avec Fabrice Guyon. Fabrice, on va revenir ensemble sur ces premières semaines de course. On est aujourd'hui au 33e jour de cette 10e édition et déjà pas mal de chiffres marquants à nous communiquer ce soir. C'est vrai, et avant d'aborder ce premier mois de course, on va revenir ensemble justement sur quelques chiffres qui ont été divulgués dernièrement de cette 10e édition du Vendée Globe, qui bat tous les records, 40 skippers au départ, ça on l'a suffisamment dit, il y avait même 42 candidats. Plus d'1 650 000 visiteurs au Sable d'Olonne entre le village et le jour du départ, 10 millions de téléspectateurs en France le jour du départ, donc une véritable euphorie, une véritable réussite pour cette édition. Et les records, ils sont également là au rendez-vous sur l'eau avec la barrière des 600 000 nautiques sur 24 heures qui a été franchie par Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil avec précisément 615 000 réalisés, donc c'est une vitesse de plus de 25 nœuds, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, on est à près de 50 km/h sur ce genre de bateau, c'est tout simplement exceptionnel. Ce record qui d'ailleurs, en l'espace de quelques heures seulement, a été battu 6 fois d'affilée, et c'est Sébastien qui l'a gardé. Le Vendéen Sébastien qui pour l'instant l'a conservé, ce record avec 615 000 sur 24 heures, donc des vitesses folles qui ont permis à Charlie Dalin, que l'on a vu également là, sur Massif Santé Prévoyance, d'établir un nouveau temps de référence entre le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Lewing avec 9 jours et 22 heures seulement pour cette quasi-traversée de l'océan Indien. Alors je rebondis sur le casque du football américain, puisque vous l'avez certainement vu sur beaucoup d'images. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de naviguer avec Benjamin Dutreux il y a quelques temps. Passer une certaine vitesse, c'est casque obligatoire maintenant en classe IMOCA. On se souvient de l'accident de Sébastien Simon. Et aujourd'hui, c'est pour ça on le voit maintenant, ils sont avec les casques, puisque passer une certaine vitesse, passer certaines conditions, ils ont l'obligation du port du casque à bord des bateaux. C'est Formule 1 des mers. Et alors justement, même dans le cockpit. Ah oui, tout à fait. Ouais. À bord, oui, parce qu'il y a des risques de projection aussi. Si le bateau s'arrête, c'est dans la projection qu'ils vont se blesser, notamment. C'est vrai que ça leur arrive, c'est ça, de taper des cloisons, notamment. Oui, tout à fait. Ils rencontrent des choses aussi en mer. Alors, Fabrice, si on revient sur ce jeudi 12 décembre, 33e jour de course, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce Vendée Globe ? Alors aujourd'hui, Charlie Dalin, on vient de le citer, sur Massif Santé Prévoyance, mène toujours la flotte, alors qu'on est déjà à mi-course, puisque sur la route théorique, c'est 24 000 milles le parcours du Vendée Globe. Il lui reste déjà plus que 12 000 milles théoriques à réaliser. Alors ça signifie pas pour autant que Charlie a déjà passé la moitié de sa course, de son temps sur ce Vendée Globe, puisqu'il y a encore pas mal d'embûches qui l'attendent sur le chemin. Il y a l'entrée très prochaine dans le Pacifique, passage du Cap Horn, qui est quand même très très sud, la remontée de l'Atlantique, très technique, et puis le passage du Poteau Noir qui les a laissés passer à l'aller. Peut-être qu'au retour, on peut rester coincé aussi à cet endroit-là, et le fameux golfe de Gascogne, où on a vu aussi beaucoup de marins, malheureusement, même en fin de Vendée Globe, avec des avaries dans ce golfe de Gascogne. Donc beaucoup de routes pour ces marins, et si on se base sur le temps de référence d'Armel Lecléache, le record qui est de 74 jours, on pourrait estimer qu'il pourrait être là entre le 23 24 janvier prochain. Et est-ce que, Fabrice, vous pensez, vous qui suivez aussi cette course en quotidien, est-ce que ce record-là peut tomber sur cette édition ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut s'y attendre. Si toutes les conditions sont réunies, à la fois techniques, physiques, météorologiques, on peut aujourd'hui estimer qu'un temps de 68-69 jours est envisageable. Maintenant, je mets toujours beaucoup de réserves, on est sur un sport mécanique. Je pense que à la fois les bateaux, mais aussi les skippers, là actuellement, doivent commencer à avoir emmagasiner énormément de fatigue, parce que là, on vit vraiment un Vendée Globe exceptionnel pour toute la flotte des premiers, avec des vitesses quasiment constantes à plus de 20 nœuds. Enfin,
c'est exceptionnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Ouais, et puis beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici là. Et justement, il y a eu beaucoup de choses qui sont déjà passées. Vous voulez revenir, Fabrice, sur quelques faits marquants aussi de cette 10e édition déjà. On parle de la vitesse des premiers. Là, ce qu'il faut bien voir, et ce qu'on voit sur la cartographie sur le site du Vendée Globe, c'est que la flotte aujourd'hui est étalée sur quasiment 3 océans, puisque les premiers vont atteindre très prochainement le Pacifique, alors que le dernier, le Hongrois Szabolcs Verach, lui n'a pas encore franchi le cap de Bonne-Espérance. Il affiche un retard de plus de 6000 milles. 6000 milles, on est quasiment sur une double traversée de l'Atlantique, puisque traversée de l'Atlantique, grosso modo, c'est 3500 milles. Donc là, on est déjà quasiment sur une double traversée de l'Atlantique de retard pour le Hongrois. Rappelons qu'il s'est arrêté aux Canaries pour réparer sa grand voile pendant quelques jours, mais là, on voit aussi les différentiels, notamment sur les bateaux, mais aussi sur les skippers, puisque le binôme est important dans cette course. Les marins ont rencontré bien sûr des conditions dantesques sur ce premier mois. 2 abandons provoqués par ces conditions. Dans un premier temps, Maxime Sorel sur VNB Mayenne, à la fois une avarie de gréement et puis également sa cheville. On a pu voir des images de sa cheville. C'est vrai qu'il était certainement pas sérieux de poursuivre dans ces conditions. On voit toute la tristesse de ce marin expérimenté. Et puis Louis Burton également sur Bureau Vallée qui, on l'a vu, a déjà œuvré à une réparation de fissures sur sa coque. On s'est dit il va s'arrêter, mais non, il a continué et malheureusement lui aussi avarie sur son gréement qui l'a obligé à faire route vers le Cap où il est arrivé cette semaine. Donc ces 2 abandons, mais j'ai envie de dire aussi 2 abandons seulement sur 40 bateaux au départ. Ça aussi, ça représente un record et c'est le signe d'une excellente préparation à la fois des bateaux et des skippers qu'on doit notamment tout le protocole de sélection qui a été mis en place par l'organisation cette année où la course se professionnalise, mais ça génère aussi ses côtés très positifs à la fois sur le plan sportif mais aussi sur le faible nombre d'abandons. À noter quand même qu'on a appris aujourd'hui qu'il y a 2 skippers qui vont devoir s'arrêter justement eux aussi sur des avaries de gréement, des soucis de voile. C'est à la fois Antoine Cornic sur Human Immobilier et puis Guirec Soudé qui eux deux vont se mettre à l'abri de certaines petites îles qu'on va trouver dans l'Indien pour effectuer ces réparations. Notamment entre les îles, c'est ça, Saint-Paul et Amsterdam. C'est là qu'ils vont tenter de s'arrêter. C'est ça, et les Kerguelen, je crois, pour Guirec Soudé, effectivement. Et puis il y a aussi un skipper Sablais, Sébastien Simon, qui lui a également une avarie, c'est son foil. Il a perdu le foil tribord. Alors le foil, c'est ce qui permet quand même de faire voler ces bateaux et de les faire accélérer. Donc Sébastien, le bateau est quand même bien handicapé par la perte de ce foil. On a vu qu'il a perdu un petit peu de terrain sur Charlie Dalin, parce que la perte de ce foil lui permet pas de pousser à fond son IMOCA Groupe du Breuil. Et c'est vrai que bâbord à mur, le vent de gauche, c'est quand même la tendance sur cet Indien et peut-être le Pacifique. Donc on espère qu'il va s'accrocher, parce qu'en tout cas il fait une super course lui aussi depuis le départ. C'est ça, un deuxième Sébastien Simon donc sur Groupe du Breuil. Et pour en savoir plus sur ce qui s'est passé sur ce 33e jour de course, vous pourrez retrouver le journal du Vendée Globe préparé par Aurélien Huard juste après 85 chrono à partir de 19h45. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir. Je vous propose de marquer une petite pause et de retrouver le premier volet de vos agendas, vos rendez-vous sportifs du week-end. On débute cet agenda avec du football et la 13e journée de National 2. Les Herbiers, 4e, accueillent Bourges, 9e, vendredi soir à 19h. La Roche VF, 13e, reçoit les Girondins de Bordeaux samedi à 18h. A noter que le Poiré-sur-Vie se déplacera à Châteaubriand. Toujours en football, un derby vendéen à l'occasion de la 11e journée de National 3 entre la Roche ESO 7e et Fontenay 3e, coup d'envoi samedi à 17h. Une heure plus tard, le leader La Châtaigneraie accueillera Saint-Philbert de Grandlieu. Chaland se déplacera sur le terrain de la Théarène. Puis on jouera le 2e tour fédéral de la Coupe de France féminine dimanche. L'équipe de la Roche ESO qui évolue en Division 3 se déplacera à Soyaux, formation de Régional 1, coup d'envoi à 14h30. Du basket, avec la 16e journée de National 1 masculine, les Sables d'Olonne, 11e avec 6 victoires, accueillent Angers, 12e avec 5 victoires vendredi soir à 20h. Chaland se déplacera à Rennes. A noter qu'en Wonder League féminine, l'équipe de La Roche-sur-Yon jouera dimanche à Latte Montpellier. Toujours en basket, la 3e édition du VIB Tournament a lieu jusqu'à dimanche à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Un tournoi international qui concerne la catégorie U18 masculine avec 8 équipes. La finale aura lieu dimanche à 15h30. Et puis l'équipe internationale de basket acrobatique des Bargeaux Dunkers sera à Saint-André-Treizevoix samedi soir.
Le spectacle aura lieu à partir de 20h à la salle Omnisport, ouverture des portes à 19h. Voilà, deuxième partie de vos rendez-vous du week-end à retrouver en fin d'émission, mais maintenant, c'est l'heure de notre expert prépa mental. Benoît Pinault, ce soir, on va parler ensemble de ce qu'on appelle la pause bébé, associée sport et maternité. On sait que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et jusqu'à présent, pour une sportive, mettre au monde, ça signifiait parfois arrêter aussi sa carrière. Oui, souvent, et donc elles étaient confrontées, nos sportives, à un choix cornélien, soit d'écouter leur désir de maternité ou remettre à plus tard leurs envies. Alors heureusement, les choses changent aujourd'hui grâce à des sportifs qui montrent la voie, dont Chloé Trespeuch d'ailleurs, qui a notre snowboardeuse vendéenne, qui a gagné la Coupe du Monde, le gros globe de cristal de la spécialité la saison dernière, et qui a très vite communiqué justement sur sa grossesse, sur son désir de concilier la vie de maman et de sportive ambitieuse. Et à 8 mois de grossesse, justement, elle nous délivre un message et parle aussi ouvertement des croyances qui sont véhiculées sur les femmes enceintes. Je pense que le changement de l'idée de la grossesse, de l'idée de la femme enceinte qui est souvent rattachée à quelqu'un de fragile en fait, il y a énormément de précautions, de principes de précaution autour de la femme enceinte qui, nous en fait, quand on se pose la question, on se dit purée, je vais rien pouvoir faire pendant 9 mois. On sait que si on fait rien pendant 9 mois, c'est vrai que c'est compliqué de revenir. Donc toutes ces fausses croyances déjà, parce que maintenant on sait que le sport est même recommandé pendant la grossesse pour la santé du bébé. Mais il y a quand même tout ça qui, je trouve, est une limite parce que on nous fait un peu culpabiliser presque de continuer le sport. Et notamment, c'est un risque pour les sponsors. La réaction, souvent, la limite, elle est là. Allyson Felix, qui avait été championne du monde, elle a été lâchée par son sponsor Nike, juste après avoir annoncé sa grossesse en 2018. Alors, c'est ce qui est arrivé aussi à une coureuse moins connue, Alicia Montano, qu'on va voir à l'image, une coureuse américaine de 800 mètres. Et elle a décidé de participer aux sélections américaines sur 800 mètres, alors qu'elle est enceinte de 8 mois. Alors, même si elle n'a pas gagné, mais justement, elle voulait dénoncer la réaction de son sponsor, Nike aussi à l'époque, qui avait retiré son partenariat. Alors, on parle de voile, on a un exemple aussi connu avec Clarisse Kremer qui a été lâchée par son sponsor. Alors, heureusement, elle a retrouvé un bateau assez rapidement. Mais vous voyez, on n'a pas eu cette même réaction vis-à-vis de son conjoint, Tanguy Le Turquet, qui lui n'a pas eu de problème vis-à-vis de son sponsor à l'annonce de la maternité de sa femme. Justement, comment est-ce qu'on fait concrètement pour organiser tout ça ? Ça se prépare, comme nous le dit Chloé, quand on a un projet comme ça. Ce choix de la maternité et cette liberté de la vivre comme on le veut, on le doit aussi à ces hommes qui nous permettent de continuer de rêver de nos ambitions pro. Donc ça, c'est sûr que ça nous ferait du bien si ça changeait dans les plus grandes mentalités, parce que encore une fois, on a des questions un peu culpabilisantes. Comment tu vas faire quand tu vas partir ? Et oui, et les choses changent à bien des égards, donc les sportives ont montré la voie, et puis elles ont montré qu'on peut retrouver un très très bon niveau après une pause bébé, et que surtout ça donne un équilibre de vie, parce qu'aujourd'hui les carrières de sportives sont de plus en plus longues, et là, pour perdurer, l'équilibre familial devient un facteur de performance. Et on a des fédérations qui jouent le jeu depuis un petit moment, comme au judo, on l'a vu avec Clarisse Abguenenou, qui allaite sur le bord des tatamis, donc aussi, ça l'a pas empêché de gagner le bronze au JO cet été. Donc c'est quand même, on a l'impression que c'est des exploits, mais en fait, au fur et à mesure, ça va devenir normal. Voilà, et puis mettre au monde un bébé, ça n'entame pas aussi forcément la détermination et la confiance, comme l'explique Chloé Trespeuch. Là, je crois beaucoup en mon retour parce que je me connais aussi de mieux en mieux, d'année en année, physiquement, mentalement. Et je pense que c'est tous ces outils que j'ai développés toutes ces dernières années, en retour de blessure, en rebond après l'échec, en tout ce que j'ai vécu. Je pense que ça va me donner vraiment plus d'outils pour revenir et choisir un entraînement et des stratégies optimales dans un temps qui est limité. Et le plus important, c'est que ce changement de mentalité, il n'est pas seulement au niveau sportif, et on a de plus en plus de retours et d'exemples justement de réussite de retour. Serena Williams, elle a remporté de nombreux titres du Grand Chelem après avoir mis au monde son fils en 2017. On a d'autres exemples, Jessica Ennis en heptathlon qui, pareil, en fait, a eu la médaille d'or aux mondiaux d'heptathlon 15 mois après avoir accouché. On se dit le temps est court, mais non. Paula Radcliffe, coureuse britannique de marathon, elle a gagné les championnats du monde d'athlée
moins de 10 mois après avoir accouché de son fils, hein, et puis même elle allaitait son fils 4 heures avant le marathon de New York. Donc, ça pose absolument pas de problème. Et puis il y en a certains qui font l'inverse aussi. Oui, on a un exemple avec la récente recordwoman du marathon, Ruth Chepngetich, qui a eu un enfant à 17 ans, et elle s'est mise à démarrer une carrière de sportive de haut niveau après. Et elle a là battu le record à 30 ans. Voilà, donc c'est bien. Là, le message que veut faire passer Chloé aujourd'hui, parce que elle veut montrer l'exemple pour faire changer les mentalités, et aussi dans un rôle sociétal, pas que dans le sport. Montrer que c'est conciliable, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pouvoir étendre le message au monde de l'entreprise, et en fait, c'est des questions qui se posent dans tous les domaines. Je trouve ça assez chouette, et je pense que tous les nouveaux sujets sociétaux comme ça, plus on en parle, plus ça devient normal pour tout le monde, et plus c'est facile de se lancer. Et puis Benoît, du coup, dis-nous, pour la suite de la carrière de Chloé, comment est-ce que ça se prépare ? Chloé, justement, elle ne compte pas s'arrêter à cette maternité. Hein. Elle nous parle bien de ses ambitions pour dès la saison prochaine qui va démarrer très tôt, puisqu'elle compte déjà remonter sur les skis au mois de mars, et donc entamer la saison sportive l'hiver prochain. J'ai vraiment cet objectif des Jeux Olympiques de 2026 dans un premier temps. J'ai toujours la même envie sur mon snowboard, toujours la flamme en compétition. Je suis toujours guidée par ces objectifs. Donc oui, c'est vraiment une pause, et je reviendrai. Avec médaille ou pas, dans tous les cas, je serai très fière d'avoir tenté l'aventure, et puis il y aura d'autres choses après les JO aussi, donc on verra comment ça se passe. Et c'est ça le plus important, il est là, c'est quoi qu'il arrive, son choix, il est gagnant. Donc elle l'a décidé, même si elle n'atteint pas ses objectifs, si elle n'est pas championne olympique derrière, elle est alignée, hein, elle connaît la réalité d'une carrière sportive, c'est-à-dire qu'elle connaît les enjeux, elle connaît aussi les risques, mais la seule chose qu'elle ne connaît pas, c'est le résultat. Donc autant, effectivement, suivre son instinct, son désir de maternité. Et à 30 ans, en fait, il lui reste effectivement beaucoup de saisons à vivre, et son projet peut tout à fait aboutir. En tout cas, elle sait qu'elle est alignée là-dessus. Merci beaucoup, Benoît Pinault. Et puis on suivra, hein, donc on lui souhaite plein de bonnes choses jusqu'au mois de mars. Exactement. Pour son retour sur le snow. Et puis j'en profite aussi pour remercier Mathis Pires, journaliste de la rédaction de TV Vendée, qui était à vos côtés pour interroger Chloé Trespeuch il y a quelques jours, qui a d'ailleurs réalisé un sujet, Mathis Pires, avec Chloé, sujet que je vous invite à retrouver dès à présent sur tvvendée.fr. On reparle de football américain, on passe d'un sujet à l'autre ce soir avec nos invités donc du club des Hussards de La Roche-sur-Yon, Samantha Jousselin et Sébastien Rico. On l'a dit, donc reprise de la saison ce dimanche avec ce match face à Rochefort. Hein, ce sera le premier des 6 matchs que vous allez disputer sur cette première phase de championnat. On va jeter un œil justement sur le calendrier. Donc 15 décembre face à Rochefort, le deuxième match à domicile le 26 janvier face à Niort, et puis dernier match à domicile de cette première phase face à Saint-Nazaire à la fin du mois de février. Le dernier match officiel pour vous, c'était en avril, avec une victoire donc face aux Gladiators de Niort. Comment s'était passée la saison dernière, et quelles sont du coup les ambitions pour cette année ? Alors, première question peut-être, tout d'abord pour vous, Sébastien. Un début de saison un peu compliqué, avec de grosses défaites pour commencer, mais un groupe nouveau, donc compréhensible. Et le mental à jouer pour aller chercher cette dernière victoire sur le dernier match à domicile en plus. Donc du pur bonheur pour tout le monde. Ça fait du bien d'aller chercher une victoire quand même à l'issue d'une saison. C'est sûr. Les objectifs, alors Samantha, pour cette saison, quels sont-ils ? Est-ce qu'on cherche à gagner ce championnat tout simplement ? C'est une évidence. Premier, c'est l'objectif de tous. L'année dernière, c'était une construction. Cette année, on y va. On va chercher le titre national. Donc là, on a la phase régionale, et puis après, on sera forcément premier au niveau des playoffs. Donc après, on sera premier au final, puis on va l'accueillir à la maison. Comme ça, au moins, on fait tout à la maison et tranquille. Tranquille, c'est ça. Comment est-ce que ça s'organise ensuite ces playoffs sur le printemps ? Ça va être plutôt ça ? C'est 19 avril, et puis en fait on a des playoffs sur 2 semaines, la deuxième semaine d'avril et la troisième semaine d'avril, et puis après la finale elle se joue derrière. Et pour préparer ce match et pour préparer la suite de saison, il y a dès ce soir entraînement, Oui. Entraînement du côté des Terres Noires, ou alors entraînement ailleurs ce soir. On est au stade Henri Desgranges, on s'entraîne sur le synthétique, ça va faire 5 ans maintenant qu'on a le synthétique. C'est le match aux Terres Noires, c'est ça l'entraînement là-bas. Sébastien, le coach, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir ? Un entraînement spécifique, des exercices particuliers ? Que du jeu ce soir, pour éviter les blessures et connaître un maximum notre cahier de jeu parfaitement.
C'est ça, pour qu'il n'y ait pas de tactique oubliée, de joueurs qui n'oublient pas de rentrer sur le terrain. C'est ça, notamment. on va essayer. Et puis, hormis donc, le football américain, Samantha, on en parlait tout à l'heure, il y a ce flag football, qui est une autre discipline qui est associée à la Fédération française de football américain. De quoi est-ce que l'on parle quand on parle de flag football ? Alors le flag football, c'est le football américain sans le contact. On joue à 5 contre 5 en extérieur. Et donc du coup, l'objectif, c'est qu'au lieu de venir plaquer, comme au football américain, on porte une ceinture avec 2 flags sur le côté. Et le porteur de balle doit être déflagué pour qu'on arrête le jeu. Est-ce que c'est aussi peut-être une première marche pour ceux qui veulent aller ensuite vers le football américain, ou alors on est vraiment sur 2 disciplines très différentes ? Alors c'est 2 disciplines différentes, mais avec des compétences transverses, vraiment. Et après, c'est une discipline à part entière. Elle vient de rentrer au JO pour, du coup, LA. C'est ça, en 2028. En 2028, ça vient d'être confirmé. Donc, effectivement, on est sur aussi cet objectif-là, dans quelques années, d'y aller, pourquoi pas. Ou en tout cas, de faire partie des joueurs. Si certains joueurs veulent essayer de rentrer sur les sélections, eh bien, il va falloir qu'ils s'entraînent pour y aller. Très bien, peut-être un objectif d'y aller. Est-ce que c'est réalisable, par exemple, pour des joueurs du club de La Roche, d'intégrer l'équipe de France pour participer ensuite aux Jeux Olympiques ? C'est tout à fait réalisable. Je pense qu'on a 2-3 joueurs qui ont sûrement envie même. Oui, je pense. Donc, qui ont cet objectif-là en tête, ils se disent tiens, pourquoi pas ? c'est possible, hein. Tout est possible. Bon, tout est possible, effectivement. C'est une belle façon de conclure cette partie football américain. Donc, on l'a dit, un match face à Rochefort ce dimanche au Terre Noire à 14h. C'est gratuit, tout le monde peut venir. Oui. Très bien, on vous encourage à y aller de toute façon. Et puis, il y aura aussi d'autres rendez-vous sportifs ce week-end. C'est la seconde partie de vos rendez-vous du week-end. Du handball samedi soir au Sables-d'Olonne avec un match de gala organisé par le club du SEC OHB. L'équipe de La Roche-sur-Yon, qui évolue en National 1 féminine, affrontera le CPB Rennes. A noter que 2 autres matchs sont programmés avec les équipes seniors féminines et U19 du SEC OHB. En water-polo, 7e journée de National 3, l'équipe de La Roche-sur-Yon sera opposée à Hérouville samedi soir à 19h30 au complexe aquatique. Du cyclocross, dimanche, du côté de Saint-Jean-de-Mont à partir de 11h15 pour les catégories U15 à seniors et école de vélo. La compétition se déroulera à Orouette. Du surf également au programme ce week-end avec les championnats départementaux. La compétition a été reportée le week-end dernier. On retrouvera la catégorie Espoir samedi à Tanchette. En revanche, la compétition de la catégorie Open prévue dimanche est de nouveau reportée à une date ultérieure en raison de conditions trop faibles et d'un nombre d'inscrits insuffisant. De rendez-vous de golf également avec 2 compétitions de Coupe de Noël, samedi au Sables-d'Olonne et dimanche à Saint-Jean-de-Mont. 2 formules de jeu sont proposées, individuel Stableford et double 4 balles. Et on termine avec de l'escrime et le championnat régional. Dimanche au Sables-d'Olonne, 10 pistes seront installées. Compétition organisée par le club de l'Épée Sablaise. Voilà pour tous vos rendez-vous du week-end. Pour conclure cette émission, je vous propose de tester les connaissances de nos invités chroniqueurs. Avec un quiz, forcément, ce soir, on va parler football américain. J'espère que Benoît et Fabrice, vous avez révisé aux fondamentaux dans cette discipline. Le premier qui a la réponse, t'invite à la donner. Bien sûr, on va commencer avec une question grand public. Quelle artiste internationale américaine chanteuse est la compagne de Patrick Mahomes, l'un des joueurs les plus connus ? Taylor Swift. Taylor Swift. C'est chroniqueur, c'est pas nous. Ah si, vous aussi, les invités, bien sûr. Bien sûr. Bon, un point, parce que Samantha, vous l'aviez. Donc. Taylor Swift, évidemment. Alors, à propos de qui le rappeur américain Snoop Dogg a-t-il dit pendant les Jeux Olympiques de Paris, je cite, « Je veux le voir comme running back ». Parler d'un athlète français, on a beaucoup vu aux Jeux Olympiques. Antoine Dupont, tout à fait, joueur du Stade Toulousain. 2 points pour Samantha. Je vais vous montrer une image en 2016. Cette image, elle avait fait le tour du monde. Un joueur de football américain avait refusé de se lever au moment de l'hymne national en signe de protestation contre l'oppression de la communauté noire aux États-Unis. Quel est le nom de ce joueur ? Colin Kaepernick. Vous l'aviez ? Oh, je l'avais. Ouais. Colin Kaepernick, exactement. J'étais pas sûr, en fait. Qui avait relancé notamment le mouvement Black Lives Matter et soutenu par Barack Obama à l'époque. Et puis, dernière question pour ce soir. Qu'est-ce que le trophée Vince Lombardi ? Alors, vous avez la réponse ? On va la laisser à nos chroniqueurs. Je suis désolé. Même avec du temps, je ne trouverai pas. Je sais pas si c'est le trophée de l'équipe de championnat de France, non ? Ah, un peu plus grand. La NFL ? NFL, Ouais, exactement. La NFL, qui est le championnat américain de football américain, le plus connu dans le monde. Combien de licenciés Fédération française de football américain ?
Attention, là, je vous ai pris au dépourvu. J'ai pas on est un peu plus de 10 000, un peu moins de 10 000 cette année. C'est ça, effectivement, à peu près. Alors, c'est ça, 10 000, exactement. C'est les derniers chiffres que j'ai là. Et bien, victoire égalité, Sébastien et Samantha, félicitations. Messieurs, on va retenter votre chance d'ici la prochaine fois. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci à vous. D'être venus. Bon entraînement ce soir, dans le froid. On pensera bien à vous. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Fabrice. Bonne soirée. D'être venu ce soir. À bientôt. Benoît, vous allez à l'entraînement, là, ça y est? Ouais, j'y vais, là, ils m'ont convaincu, c'est bon. Super. Bon, les équipements sont prêts, le casque est là. On vous retrouve sur le terrain. On vous récupère en bonne forme la semaine prochaine, j'espère. Ouais, j'espère que je vais pas me blesser. Peut-être rester au bord du terrain. Prendront soin de vous, j'en suis sûr. Oui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Très bon week-end, très belle fin de semaine. Le journal du Vendée Globe continue tous les soirs à partir de 18h15 et nous on se retrouve dans le journal des sports lundi et à 18h45 pour 85 chrono. Salut!